Me lavez pas les cheveux, me lavez pas les cheveux. Eh ben dis donc, t'as pas été gâté par la vie, toi. C'est normal ça, quand on a plus de 5000 ans, les cheveux s'abîment forcément un peu. C'est vrai que le temps n'aide pas. Mais comment ça se fait un cheveu? Nos cheveux sont tous un peu différents mais constitués de la même manière. Commençons par la racine. Elle se compose du bulbe, sous la peau, constituée de cellules vivantes, contrairement aux longueurs qui sont formées de cellules mortes très organisées. Les longueurs se composent de 3 couches concentriques, la cuticule à l'extérieur, le cortex et la médullaire au centre. Au total, un diamètre entre 50 et 100 micromètres, dont environ 10% sont occupés par le canal médullaire. Celui-ci contient majoritairement des lipides pour nourrir le cheveu. C'est donc le cortex qui occupe la plus grande partie, 80-90%. Il est composé de molécules de kératine, une protéine fibreuse hydrophobe qui donne aux cheveux ses propriétés mécaniques. Les molécules de kératine sont enroulées en forme d'hélice pour former des filaments de kératine. Les 5 micromètres les plus externes, la cuticule, sont occupés par une dizaine de couches d'écailles qui forment une protection imperméable autour du cheveu. Ah ok, mais du coup, si les cheveux sont abîmés, c'est à cause du temps, non? Comment ça s'abîme un cheveu? Il faut lui taper dessus? Pas la peine. Pour mieux comprendre comment tes cheveux ont vieilli dans le sol après ta mort, on peut en prendre sur quelqu'un et les vieillir artificiellement. On appelle ça la taphonomie expérimentale. La taphonomie expérimentale utilise la biologie, la physique, la chimie ou encore l'archéologie pour étudier in vitro les modalités de décomposition d'un objet. La taphonomie est une discipline récente qui émerge dans les années 1940 sous la plume du paléontologue russe Ivan Efremov, qui crée le terme taphonomie, venant du grec taphos, signifiant tombe, et nomos, qui signifie la loi. Il s'agit donc d'étudier les processus de dégradation des objets archéologiques. Pour que des corps se conservent jusqu'à ce que les archéologues les mettent au jour, il faut une succession de hasards favorables qui vont permettre leur conservation. Dès le début de l'enfouissement, les composés organiques sont rapidement dégradés, notamment par l'activité enzymatique de micro-organismes du sol. Cependant, il existe des milieux naturels dans lesquels ils sont presque absents, comme les déserts froids ou chauds, ou encore la tourbe. C'est génial ça! Du coup, imaginons que l'on veuille mettre au point un soin capillaire pour des cheveux de momie. La taphonomie pourrait permettre de faire vieillir artificiellement des cheveux pour faire des expérimentations dessus, sans avoir à utiliser des cheveux anciens. Si nous avons conservé nos cheveux, c'est parce que les lieux dans lesquels nous avons été enterrés sont quand même particuliers. En ce qui me concerne, j'ai été découvert à Ballivor, en Irlande, dans une tourbière. Et j'ai plein de copains. Ah mais je vais peut-être vous expliquer ce qu'est la tourbe avant de parler de moi. Alors la tourbe est formée à partir de matière organique accumulée et fossilisée depuis plusieurs milliers d'années. Mais pour cela, il faut des précipitations importantes, des températures relativement basses. L'acidité de l'eau, l'absence d'oxygène, le froid permettent à la tourbière de conserver les corps qui y sont plongés. Les peaux sont tannées, alors que les ossements disparaissent en général. Il s'opère dans les tourbières un processus de momification naturelle, permettant de conserver des tissus mous, comme les organes internes, mais aussi la kératine des cheveux et des ongles, ainsi que le collagène. Je vivais à l'âge du fer, et j'avais 25 ans au moment de mon décès suite à une mise à mort très violente. Et comme vous pouvez le constater, seulement le haut de mon corps a été conservé. Cependant, je me distingue de mes congénères par ma coiffure bien particulière. Pour fixer mes cheveux, j'ai utilisé un mélange à base de résine de pin, d'huile végétale, provenant probablement du sud-ouest de la France ou du nord de l'Espagne, je ne me souviens plus. Et à partir de cet élément, les archéologues ont émis l'hypothèse que je devais appartenir à une certaine élite. Une analyse de mes cheveux a permis de mettre en évidence un régime alimentaire exclusivement végétarien durant les 4 mois qui ont précédé ma mort. Ouais, et toi, il s'est passé quoi? C'est un peu différent. Je suis une vieille dame, moi. J'ai été découverte avec 5 de mes compatriotes à Geblein, aujourd'hui Naga El Guerrera, à environ 40 km au sud de Thèbes. Nous étions tous en position fétale, les mains devant le visage, chacun bien au chaud dans notre fosse creusée dans le sable. Lorsque je suis morte, j'avais entre 55 et 60 ans et contrairement à mon compatriote plus célèbre, Ginger, je n'avais pas subi de mort violente. J'étais nue, accompagnée d'un pot de porridge et j'ai conservé ma magnifique chevelure. La température du désert a fait que toute l'eau de mon corps s'est évaporée et qu'il ne me reste littéralement que le cuir sur les os. Ce n'est que plus tard que mes compatriotes égyptiens ont découvert comment momifier artificiellement les corps. Nous faisions partie des crash tests, si vous voulez. Certains archéologues disent même que c'est de voir nos corps se conserver qui leur a donné la croyance en une vie après la mort. La vieille dame et le roi, on dirait un titre de Disney. Mais comment est-ce qu'on peut vieillir artificiellement quelque chose? Pour vieillir artificiellement des tissus, la taphonomie expérimentale a recours à un incubateur qui se comporte comme un four, à l'intérieur duquel on place des contenants hermétiques appelés bombes qui vont contenir le matériau à vieillir. Pour préparer ces bombes, on pèse les cheveux, placés dans une bombe. On ajoute ensuite le milieu dans lequel ces échantillons seront vieillis, ainsi que de l'eau dans le cas de la tourbe. Les bombes sont mises à chauffer à 60 degrés Celsius pendant une semaine afin de maximiser le processus de vieillissement artificiel. Au bout de cette semaine, les bombes sont sorties et leurs échantillons observés au microscope électronique à balayage sont comparés à des cheveux sains. On utilise des électrons pour sonder la surface d'un échantillon placé dans le vide. Les électrons entrent en interaction avec la surface de l'échantillon et de nouveaux électrons sont émis par l'échantillon dans une multitude de directions. Plusieurs détecteurs permettent ensuite d'analyser ces électrons et on peut en déduire la forme de la surface de l'échantillon à des échelles aussi petites que le centième de micromètre. Avant fossilisation, on observe que le cheveu est bien composé d'une couche externe qui le protège et dont les écailles sont plus ou moins visibles. Le microscope électronique à balayage révèle aussi la structure médulaire du cheveu aux endroits où il a été sectionné.
conservée. On observe un ensemble de filaments qui correspondent à l'organisation de la kératine. La partie blanche au centre du cheveu, qui dessine une tranchée, a en réalité été brûlée à cause de la trop grande énergie des électrons envoyés. Après une semaine en conditions hydrothermales, les écailles du cheveu sont extrêmement visibles. On peut supposer que la couche lisse de protection du cheveu a été détruite par des conditions de fossilisation. La structure globale du cheveu est conservée puisque les écailles sont toujours visibles. Malgré les conditions extrêmes appliquées aux cheveux, on retrouve toujours leur caractéristique principale après fossilisation. Ce résultat explique que certains cheveux présents dans le sable ou la tourbe soient toujours conservés aujourd'hui. Mais au fait, est-ce que vous savez pourquoi tout le monde s'intéresse aux cheveux depuis si longtemps? Non, vas-y. Les cheveux sont porteurs de symboliques très fortes, mais qui peuvent également paraître contradictoires. En effet, l'une des premières caractéristiques de la chevelure féminine est de montrer tout son potentiel érotique. Les cheveux dénoués sont symboles d'une sexualité active et libérée, raison pour laquelle les sociétés attribuant un statut inférieur à la femme ont tendance à lui imposer de se couvrir les cheveux. Néanmoins, à cette symbolique s'oppose celle de la pureté et de l'innocence, attribuée aux jeunes filles portant généralement les cheveux dénoués. Mais les cheveux ne portent pas qu'une symbolique sexuelle, ils renvoient également à l'idée générale de pouvoir, dont Samson et Dalila sont le meilleur exemple. Ainsi, la tonte des cheveux envoie de puissants symboles, celui d'un déshonneur public, l'étendue de la libération, ou de la perte de puissance, comme chez les Francs. Prenez bien soin de vos cheveux si vous voulez rester dans l'histoire. Quelques jours en laboratoire ont permis de mieux comprendre la manière dont se conservent et se dégradent les cheveux. Néanmoins, bien d'autres analyses peuvent être effectuées, comme la recherche d'ADN ancien et les analyses isotopiques. En effet, nos cheveux sont un objet scientifique bien plus complexe qu'il n'y paraît et sont porteurs de nombreuses informations cruciales pour les scientifiques. Mais ils s'avèrent aussi être un objet d'étude à part entière, dont les problématiques de conservation et d'éthique sont liées à leur nature, comme dans le cas des cheveux des déportés des camps de concentration. J'ai encore loupé le rendez-vous chez le coiffeur. Il y avait quoi à la télé? Les mystérieuses cités d'or.